Jacques Terpent, bonjour. Bonjour. Donc, le dernier tome de la saga 7 Cavaliers, d'après l'œuvre de Jean Raspail, vient de sortir en septembre dernier. Est-ce que vous voulez bien nous parler de l'univers de 7 Cavaliers, pour commencer? 7 Cavaliers, c'est un monde imaginaire, c'est un conte. On aura remarqué que Jean Raspail ne nomme même pas la ville des Margraves, en fait. Elle n'a pas de nom, on dit la ville. Donc c'est un conte, un Margravia situé comme ça dans une Europe hypothétique, on va dire, aux confins de l'Europe. On ne sait pas trop le situer géographiquement, c'est une marge comme ça. Margrave d'ailleurs veut dire marquis, c'est-à-dire celui qui tient la marche. Et ce monde-là, c'est en fait un concentré de notre vieille Europe. On a noté que les noms, entre autres des personnages de Pickendorf, donc le classique de la mythologie raspaïenne, jusqu'à Vénier, jusqu'à Van Beck, sont des noms qui balaient les peuples européens. Donc ce monde des Margraves, c'est celui de l'Europe. Donc ce monde des Margraves, dans le livre, est un monde qui est en train de s'écrouler. Oui, c'est un monde qui s'effondre. On n'en a pas l'explication comme ça absolue dans le livre. On sent que c'est un monde décadent qui en fait ne croit plus en ce qu'il a été. On le voit, le Margrave lui-même préfère, dès le tome 1, rentrer dans sa vitrine avec ses marionnettes mythologiques du monde qu'il a connu. Et on voit très bien que la jeunesse, d'une rare violence par moment, est en fait une jeunesse qui refuse le monde dont elle vient. Le sujet de 7 Cavaliers, pour moi, est notamment le refus des héritages, qui est un des mâles européens, au fond. Mais donc ces révoltes très violentes qui ont lieu, surtout dans le premier tome du livre, vous les expliquez de cette façon? La révolte des enfants, à qui il n'est pas donné d'explication effectivement dans le roman, c'est ça, c'est le refus d'héritage. Jean Raspail, qui est très visionnaire parfois dans son œuvre, je rappelle Le Condessin en 73, qui va être édité d'ailleurs, qui sort avec une nouvelle préface bientôt, qui est la submersion pacifique de l'Occident par un tiers-monde fasciné par les lumières du paradis occidental. C'était une prévision à très long terme finalement de ce qui se passe aujourd'hui. Dans 7 Cavaliers, la violence écrite en 90 par Raspail des enfants, c'est le refus d'héritage. Ça nous rappelle ce que l'on vient de vivre aujourd'hui, par exemple, hein, les casseurs lors des manifestations, la révolte des banlieues de 2005. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une violence qui n'est pas théorisée. Il n'y a pas de discours politique qui l'accompagne, il n'y a pas de leader. Les plus anciennes jacqueries nous ont fait apparaître des leaders, des gens qui théorisaient le mouvement, qui clamaient des exigences. Je trouve intéressant aujourd'hui de voir que personne n'émerge. On se rappelle encore d'Étienne de Cloix qui était la révolte des pastoureaux en plein Moyen-Âge. On serait bien incapable de nommer un leader de la révolte des banlieues de 2005. C'est une violence qui n'a pas les mêmes origines. Dans le deuxième tome, les 7 Cavaliers rencontrent dans la montagne un seigneur de guerre qui s'appelle Rahman, qui est en train de relever le peuple tchétchène, c'est-à-dire le monde musulman. Est-ce qu'il faut y voir le choc de civilisation? C'est plutôt un problème de robinet en l'occurrence, hein, c'est-à-dire qu'une civilisation s'effondre, une autre remplace, la nature a horreur du vide. Comme nous sommes en Europe, je l'ai dit, une espèce d'Europe symbolisée, eh bien la civilisation en face, c'est la civilisation musulmane. On est là comme au temps de l'Empire ottoman, si vous voulez, et l'un influence l'autre et prend la place de l'autre lorsque celui-ci s'en va. Je ne crois pas beaucoup à l'idée du choc des civilisations. Pour qu'il y ait choc, il faut être deux à boxer dans la même catégorie. Je crois que c'est une idée qui
qui ferait plaisir à Ben Laden, mais qui n'est qu'une théorie. Le recours au spirituel, c'est un recours de vaincu. Une civilisation, celle du monde occidental, a dominé le monde, et en face de cela, le refuge, c'est souvent le monde spirituel. C'est vrai pour les Amérindiens, c'est vrai pour les aborigènes d'Australie, des civilisations qui ont été broyées par le monde occidental. Le refuge, c'est de dire « Oh oui, mais regardez, ma spiritualité est bien plus belle. Certes, économiquement, militairement, etc., je suis par terre, mais à côté de ça, j'ai un monde intérieur formidable. » Bon, le monde musulman, aujourd'hui, c'est ça. C'est un monde qui n'a pas tenu le choc ni de l'économie, ni des systèmes démocratiques, etc. Le refuge, c'est de dire « Ah oui, mais mon monde spirituel est bien plus formidable. » Mais je ne crois pas je ne crois pas du tout à l'idée civilisation qui s'affronte, etc. Donc le tome 3 a pour couverture le plus jeune des 7 cavaliers, qui a repris pour lui finalement la bannière de ses ancêtres. Est-ce que le thème du tome 3 est une certaine espérance, une forme de renaissance? L'espérance, c'est un des thèmes des 3 livres en fait. Donc effectivement, dans le tome 3, le cadet Vénier qui est sur la couverture, qui porte le fanion des margraves, et l'espérance de l'ancien monde. L'espérance de l'ancien monde au prix d'une certaine dureté. On a compris le cadet Vénier a compris que la survie se fera sans concession. C'est ce qu'il explique à Arnaud Valric, le jeune podestat de Saint-Gall, où il lui dit, et il essaie de le former, il en profite pour épouser sa sœur, de la méthode qu'il faudra appliquer pour maintenir cet ancien monde. Et elle est effectivement impitoyable. Donc le cadet Vénier, c'est l'espérance de cet ancien monde à survivre, mais au prix d'une certaine dureté et de conditions assez strictes. Chaque cavalier porte en lui une espérance. Monseigneur Van Beck, qui est très présent aussi dans ce dernier tome, et qui fait une assez belle sortie, espère, lui, que son attitude suffira à maintenir son monde. C'est un évêque qui ne croit pas en Dieu, mais on est là dans un des thèmes les plus raspaïens, l'attitude comme colonne vertébrale de conduite et comme colonne vertébrale dans la vie, en fait. Donc, l'un des personnages principaux du livre, c'est Pickendorf. Donc c'est un des personnages, un des noms qu'on retrouve chez Jean Raspail. Oui, c'est une famille mythique de l'œuvre de Jean Raspail, qui y a consacré plusieurs romans, notamment Ourazara, qui est un roman entièrement consacré à l'histoire de cette famille. C'est une famille de Prusse et qui traverse son œuvre. Alors parfois ce sont des personnages qui ne sont que des silhouettes qui traversent un roman. Parfois ils ont un rôle très important. C'est le cas du colonel-major Sylve de Pickendorf, qui est le héros de 7 cavaliers. Je vais effectivement me consacrer ensuite au Royaume de Borée, qui est un roman qui est un thème là aussi très raspaïen, qui est la confrontation avec l'homme des matins du monde et notre société. Cela commence un petit peu comme 7 cavaliers dans une principauté fictive, mais qui là est beaucoup mieux située géographiquement. Elle se situe entre la Finlande, la Russie, les pays baltes, et en face d'elle, on est au XVIIe siècle. En face, il y a la Borée, qui est un monde encore inconnu, de forêts, de taïgas qui butent jusqu'à la mer de Barents. Personne n'a mis les pieds là. Un homme peut-être par la mer, le commodore Lichtenberg, au XVIe siècle. Un Pickendorf, le premier, Octavius, c'est le sujet du premier livre, nommé commandant à Hagen, que l'on prononce en roulant le R, nous dit Jean Raspail, va se trouver en face de cette Borée qui va l'attirer, et ce sera vrai à chaque génération, puisque chaque fois, un Pickendorf, un membre de cette famille, va aller plus loin dans la connaissance de cette Borée, jusqu'à entrevoir
la vie qui est en face, qui est celle des débuts du monde, de l'homme de la nature. Et ce sont les membres de cette famille Pickendorf qui en seront chaque fois les témoins privilégiés. Pour terminer cette interview, Jean Raspail et vous? C'est une rencontre, parce que c'était moi, parce que c'était lui, disait l'autre. J'ai commencé, je le dis souvent, à lire Jean Raspail dans les années 80, par un roman que j'aime beaucoup, qui est Qui se souvient des hommes. Et c'est pour moi mon entrée principale chez Jean Raspail. Ça rejoint un petit peu la Borel, c'est-à-dire l'homme des peuples oubliés, etc. Et puis j'ai tiré le fil, comme on fait chaque fois, j'ai lu toute l'œuvre. Et Jean Raspail disait dans une interview il n'y a pas si longtemps, nous faisons plus du Terpain et du Jean Raspail, c'est devenu du Raspan et du Terpail. Voilà, c'est un très joli compliment. Je me suis attelé à transcrire son monde en bande dessinée, et si le public nous a rejoints, c'est effectivement parce que je crois que ce monde-là me correspondait et que j'arrive à le mettre en image. Maintenant, la bande dessinée, ce n'est pas la littérature, c'est pas la grande peinture. C'est, je dis souvent, et mes collègues me le reprochent, que c'est un petit art mineur. Je considère que la bande dessinée, c'est un petit peu comme la chanson, c'est-à-dire qu'il faut faire passer quelque chose, il faut faire passer une atmosphère. Et je crois que c'est François Truffaut qui disait les petites chansons à la radio disent souvent la vérité. Donc voilà, la bande dessinée aussi dit souvent la vérité d'une œuvre. J'espère que c'est le cas avec Jean Raspail. Un mot de la fin? La suite en images.